On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Voilà un exemple parfait d'une entreprise qui vit une problématique de main-d'œuvre et qui trouve évidemment des solutions pour y remédier. On peut bien sûr aller en chercher à l'étranger, les former à l'étranger, mais aussi les former chez nous à même l'usine. C'est le cas de l'exemple qu'on vous présente aujourd'hui, celui de l'entreprise qui fabrique des citernes dans la région Tremcar. Ce n'est pas un secret pour personne. Le Québec, la Montérégie vit une pénurie de main-d'œuvre assez importante dans certains secteurs importants de l'économie et ce qui crée des enjeux très importants pour plusieurs entrepreneurs ici même dans la région. Parfois, il faut innover pour recruter du personnel. C'est un peu le cas de l'exemple de l'usine Tremcar où on parle ici, moi j'aime bien le concept d'école à l'usine, si on veut. Et on va faire un peu le bilan de tout ça, puis parler également de la suite. Trois invités pour en parler. D'abord, Daniel Tremblay, qui est le président de Tremcar. Bonsoir. Bonsoir. Accompagné de Karine Sénécal, qui est la directrice des ressources humaines. Bonsoir à vous. Bonsoir. De même qu'André Bouchard, qui est la présidente de la Commission scolaire des Hautes-Rivières. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, expliquez-nous tout d'abord, Daniel Tremblay, comment l'idée est-elle arrivée? Je comprends, vous êtes confronté à une pénurie de main-d'œuvre. On s'arrache probablement les bons élèves qui sortent des écoles de métiers pour des DEP, mais au final, vous avez eu à un certain moment l'idée vous a été amenée de dire pourquoi on ne pourrait pas faire l'école à l'usine? C'est deux, trois items mis ensemble, naturellement. Non seulement l'école ne fournit pas aux toutes les entreprises de la région. L'École professionnelle des métiers fait un super travail, mais il n'y en a pas assez pour tout le monde. Donc, on a un problème là. La deuxième des choses qu'on se plaint toujours, c'est pas valorisé. Le gouvernement du Québec ne met pas beaucoup d'emphase pour faire de la publicité, pour inciter les jeunes, pour être capable d'attirer plus de personnes à l'École professionnelle des métiers. Donc, eux, ils ont un nombre limité d'inscriptions. Donc, l'output, le nombre qui vont finir graduer, naturellement, est un problème aussi. Et en plus, nous autres, dans nos usines, on a souvent des gens qu'on appelle des ouvriers spécialisés ou des chauffeurs de livres, des caristes qu'on peut appeler, ou des gens qui aident de façon générale, qui ont démontré de l'intérêt de dire « Hey, nous autres, on aimerait ça passer à soudeur, une fois qu'ils sont déjà là. » Donc, on a commencé un petit peu à l'interne il y a quelques années. Ensuite, on se dit, bien, comment est-ce qu'on pourrait faire pour maintenant attirer des gens de l'externe qui n'ont pas nécessairement le métier de soudeur pour être capable de les qualifier puis être capable naturellement d'améliorer leurs conditions de vie. Et à quel moment l'idée s'est-elle matérialisée de dire, bon, entre l'idée qu'on avait et le fait de le faire officiellement, comment en êtes-vous arrivé à ça? Bien, il y a environ 14-15 mois, Karine et moi, on jasait ensemble. Et puis Karine a dit, bien écoute, je pense que je peux mettre ça sur pied avec un de mes amis et puis on peut bâtir vraiment un beau programme qui va être aussi beaucoup plus court que ce que l'École professionnelle de métier. L'École professionnelle de métier donne de façon générale, naturellement, oui, une formation de soudage, mais beaucoup d'autres choses alentour de ça. Nous autres, on a dit, bon, comment est-ce qu'on peut être plus précis sur nos besoins à nous, qui fait qu'au lieu de prendre 18 mois, on peut prendre 4 à 5 mois. Donc, l'automne 2017, on a commencé à parler de ça, puis on a mis la première cohorte en place en janvier 2018. Bon, comment le projet, donc, s'est-il développé au fil du temps? En fait, on a débuté avec une cohorte plus minime. En fait, on avait seulement 6 personnes qu'on avait recrutées pour partir de notre école, autant à l'interne qu'à l'externe. Et puis, on avait, comme Daniel l'a mentionné, été chercher la collaboration d'un professeur à l'École professionnelle des métiers qui, lui, avait enseigné le programme pendant plusieurs années. Donc, on a débuté le projet avec ce nombre de personnes-là, voir comment ça se passait, qu'est-ce qu'il en était. Et ça s'est bien déroulé. Donc, on a eu 5 personnes sur 6 qui, finalement, se sont qualifiées et qui ont intégré nos rangs. Et puis, la formation a été vraiment... Bien, l'intégration par la suite et la formation a été bien accueillie de la part de tous et l'intégration de ces derniers. Donc, suite à ça, on a revu un peu le projet. On voulait avoir quelque chose de plus grande envergure compte tenu des besoins de main-d'œuvre qu'on avait. Donc, on a élargi le projet à 20 étudiants. Et puis, c'est là que on est allé chercher un partenariat avec la commission scolaire des Hautes-Rivières pour permettre à ces gens-là, en bout de piste, au bout d'une formation, là, c'est une attestation d'études professionnelles, au bout de 630 heures, d'obtenir un diplôme reconnu par le ministère. Bon. En premier lieu, du côté de la commission scolaire, lorsque vous avez vu Tremcar opter pour cette option-là, il n'y a pas si longtemps, c'était quoi la première réaction? Avant de collaborer ensemble, quelle a été la première réaction de dire, bon, bien, visiblement, je ne sais pas, est-ce que l'École des métiers ne fournit pas suffisamment? Est-ce qu'on n'a pas suffisamment d'appui de la part du ministère de l'Éducation? Bref, c'était quoi la première réaction? Bien, c'est sûr que l'École professionnelle des métiers fournit des soudeurs qui sont généralistes.
Mais quand on est dans un moment où est-ce qu'il y a plein emploi comme ça au Québec, c'est pas si facile que ça de recruter des élèves en formation professionnelle. Ouais. Parce que nos jeunes, ils travaillent actuellement. Quand il y a pas d'emploi disponible comme ça, évidemment, on ne peut pas avoir d'élèves en formation professionnelle. Alors, évidemment, quand on a été approché par Tremcar, nous, à la commission scolaire, on offre de la formation en entreprise, de la formation sur mesure. Alors, évidemment, il a fallu s'entendre sur les compétences spécifiques à enseigner puis pour que les élèves les maîtrisent puis qu'ils aient leur diplôme. Et c'est comme ça qu'on a pu diplômer une cohorte de 17 élèves juste avant Noël. Bon, existe-t-il dans tout ça une collaboration particulière du ministère de l'Éducation lui-même? Bien, le ministère de l'Éducation nous permet de faire de la formation sur mesure. Puis je pense que dans le ministère de l'Éducation souhaite, c'est dans les visées du ministère que tous les Québécois aient un premier diplôme. Et c'est ce qu'on a fait avant les fêtes. Les 17 soudeurs qui sont chez Tremcar, je pense que c'est la majorité, si ce n'est pas tous, c'est leur premier diplôme qualifiant. Qualifiant. Bon. Qualifiant. Souvent, dans le monde des métiers, on parle de DEP, de diplôme d'études professionnelles. Là, dans ce cas-ci, on parle davantage d'un AEP, d'une attestation d'études professionnelles? Une attestation d'études professionnelles parce qu'on a développé les compétences qui étaient spécifiques pour travailler chez Tremcar. Bon. En quoi un soudeur qui sort de l'EPM versus une formation, disons, spécifique? En fait, ma question, c'est en quoi le travail de soudeur chez Tremcar est-il différent de celui qu'on montre à l'école? Bien, souvent, ça va avec les métaux utilisés. Pour nous, l'acier inoxydable et l'aluminium, qui sont des métaux un petit peu plus haut de gamme, je dirais, versus l'acier, bien, nos travaux, c'est vraiment ce qu'on utilise à tous les jours. Donc, les écoles ont certains budgets, ça coûte cher, l'acier inoxydable, l'aluminium, fait qu'ils en font moins, puis ils font un petit peu plus d'acier. Il y a aussi, je dirais, les méthodes de soudage, donc les procédures de soudage en question, les façons qu'on soude ou les équipements qu'on a sont vraiment... Donc, l'école reflète les équipements qu'on utilise, nous, de façon générale. L'école va essayer de montrer ce qui est de façon générale sur le marché, qui n'est pas toujours calqué sur les types d'équipements que nous, on a en usine. Bon. Un fait aussi important dans ce recrutement-là, c'est le fait d'être à l'école, mais d'être payé en même temps. Puis de savoir qu'une fois qu'on va avoir terminé, que notre salaire va être majoré. Parlez-nous de ça un peu, parce que c'est quand même un facteur quand même assez important, parce que dans le cas de certaines personnes qui veulent parfois retourner à l'école veut souvent dire avoir peu ou pas de travail ou travailler la fin de semaine. Puis là, si on a des enfants, ça peut être un peu compliqué. Or, vous, dans votre stratégie de recrutement, il y a un salaire qui vient avec. Exactement. Donc, il y a un salaire de 15 et 68 donc, pour venir suivre la formation qui dure 630 heures, qui est à environ 4 mois et demi. Donc, c'est sûr que c'est attirant pour les gens parce que, comme vous le disiez, il y a des gens qui voudraient faire des changements de carrière, mais qui, malheureusement, ne peuvent pas se le permettre parce qu'on a tous des obligations financières. Donc, ce principe-là a fait en sorte que ces gens-là ont décidé de faire le saut et, éventuellement, ils ont effectivement un salaire de 15,68 en formation, mais par la suite, une fois que la formation est terminée, bien, ils vont avoir un salaire minimal de 22 en partant, plus les primes qui s'ajoutent et tout ça, et qu'il y a une gradation au fil du temps. Donc, on vient leur offrir un emploi convenable d'avenir et de qualité également pour eux. Bon, dans les 6, ou est-ce que les 17 englobent les 6 qu'on avait au début? Non. C'est en plus. C'est en plus. OK. Bon, dans les 6 premiers que vous aviez au départ, est-ce qu'ils étaient tous avant des employés de Tremcar? Non, il y en avait de l'externe et des employés de Tremcar. Les deux. Un peu des deux. Et là, dans les 17 que vous venez de sortir, est-ce que là aussi, il y en avait qui travaillaient déjà chez vous ou des nouveaux que vous avez recrutés? Encore à l'interne et à l'externe. Les deux. La majorité à l'externe. Bon. C'était quoi, selon vous, le facteur déterminant pour qu'ils acceptent d'atterrir à ce programme-là? C'est évident, un peu comme Karine vient de le dire, quand on a bâti le programme, on sait que les gens, souvent, sont dans un autre emploi. Ils sont peut-être en emploi chez nous, donc à 15-16 de l'heure, ou pour un métier de mécanicien ou d'ouvrier spécialisé. Dans un autre cas, bien, ils sont peut-être à l'épicerie, ils sont peut-être au dépanneur, ils sont peut-être dans un restaurant, ils sont dans toutes sortes d'autres travaux à l'extérieur, puis ils ont des obligations financières. Donc, tu t'en viens à l'école, tu es payé, et puis versus, par exemple, le programme standard de l'EPM, qui est 18 mois, pas payé.
quitter un emploi quand tu as un appartement, si tu as laissé l'école à 16, 17, 18 ans, peu importe, puis là, tu as un petit job, tu es rendu à 21, 22 ans, tu as un appartement, tu as un auto usagé, tu as une blonde, tu as peut-être déjà un enfant, quitter ton emploi pour retourner à l'école, c'est pas une situation très facile. Pour nous, dire, viens chez nous, on te donne un salaire décent, donc tu vas être capable de continuer de vivre, puis au lieu de prendre 18 mois, bien, à l'intérieur de 5 à 6 mois, tu vas être maintenant sur la ligne de production. Donc, chez Tramcar, tu as un job assuré à 22 de l'heure. Dans certains cas, il y a des gens qui gagnaient 12 passer à 22 on double le niveau de vie. Bon. Évidemment, une fois que vous les avez formés, diplômés, tout ça, votre souhait, évidemment, c'est de les garder. Oui. Quelles sont les mesures de rétention, justement? Bon, il y a le salaire, 22 de l'heure, mais après ça, je présume, si on investit sur ces gens-là, en quelque part, parce que si vous les payez pour apprendre, c'est que vous souhaitez les garder. Donc, une fois qu'ils sont diplômés, qu'ils ont leur attestation en poche, quelles sont, selon vous, les mesures de rétention que vous devez appliquer pour la suite des choses, pour qu'ils soient encore là dans 2 ans, puis dans 3 ans, puis dans 5 ans, puis ainsi de suite? Bien, c'est sûr qu'au départ, on a fait une entente avec eux. On a signé un contrat. Donc, une fois la formation terminée, ils se doivent de demeurer au sein de l'entreprise pendant les 2 années subséquentes. Mais c'est sûr qu'au-delà de ça, c'est sûr qu'au niveau de la rétention, on veut s'assurer de faire une bonne intégration avec eux, faire un bon suivi. On a fait des rencontres avec les formateurs, avec les employés pour s'assurer que leur progression se déroule bien et tout ça. Donc, c'est sûr qu'on veut garder ce volet-là. Donc, c'est sûr qu'on veut, pouvoir voir l'avenir avec eux, là. Bon. Quelle est la valeur de cette AEP, de cette attestation d'études professionnelles? Je dis n'importe quoi. Disons qu'il y en a un que vous avez formé, je ne sais pas moi, sa blonde déménage à Rimouski, malheureusement, il va quitter Tramcar, pas parce qu'il ne vous aime pas, mais parce que obligation familiale. Il s'en va, je ne sais pas, mais à Rimouski ou au Saguenay. Son AEP, il vaut quoi? Bien, son AEP, il va certainement pouvoir... Je pense qu'on est en pénurie de main-d'œuvre partout. Alors, il va certainement pouvoir travailler comme soudeur, puis probablement que la compagnie qui le recevra fera une mise à niveau aussi de cette personne-là, des compétences de cette personne-là. Parce que l'expérience qu'il va prendre chez Tramcar va s'ajouter à son AEP. Alors, probablement qu'il pourra même avoir, peut-être, il pourra, après quelques années, avoir une reconnaissance des acquis. Parce qu'on a ça aussi dans nos commissions scolaires, puis même au cégep, la reconnaissance des acquis en milieu de travail. Aussi? Oui. Bon. Est-ce que ce projet de faire l'école à l'usine existait ailleurs au Québec? Est-ce qu'il y a d'autres précédents? Est-ce qu'il y a même des exemples peut-être qui vous ont servi d'inspiration? Bref, est-ce que vous savez si ça existe ailleurs? Oui, ça existe ailleurs, mais on ne s'est pas nécessairement inspiré on n'a pas appelé les autres entreprises, voir comment ils fonctionnaient. Okay. Nous, on a voulu vraiment adapter selon nos besoins à nous et selon notre clientèle également et les bassins qu'on avait à desservir, là. Donc, okay. Est-ce qu'on sait dans le monde de l'éducation, auprès de vos collègues des autres commissions scolaires, s'il y a des exemples qui peuvent s'apparenter à ça? Je ne peux pas vous citer d'exemples, mais il y a des projets comme ça un peu partout sur le territoire du Québec. Des projets, évidemment, qui sont encore plus vivants depuis quelques années, depuis la question de la pénurie de la main-d'œuvre, de la rareté de la main-d'œuvre. On a un projet comme ça, nous, à la Commission scolaire des Hautes-Rivières, mais avec le secteur public. On forme des préposés aux bénéficiaires qui sont en emploi dans des CHSLD. Il y a même eu le CIS Montérégie-Centre a même eu un prix national avec ce projet-là. Alors évidemment, comme pour les travailleurs chez Tramcar, à partir du moment où tu as un premier diplôme, on pense aussi que le travailleur a vraiment il se sent plus efficace dans son milieu. Puis ce qu'on souhaite, c'est qu'il soit apte à apprendre tout au long de sa vie. Aujourd'hui, on est au 21e siècle. On va avoir à se former tout au long de notre vie. Alors, les travailleurs qui sont chez Tramcar auront à le faire aussi. Puis je ne suis pas inquiète parce que ces travailleurs-là sont tout à fait reconnaissants envers leur employeur. On a vu ça à la remise des diplômes. Avez-vous eu d'autres demandes ou d'autres discussions avec d'autres entreprises de la région pour, sans que ce soit dans le soudage, ça peut être dans d'autres types d'emplois, est-ce que vous avez reçu ce genre de demande-là ou est-ce que vous discutez avec d'autres entreprises pour aller dans cette direction-là, de former les gens directement en milieu de travail? On a des démarcheurs qui font justement on a des conseillers pédagogiques qui font des démarches auprès des entreprises de la région. Je sais qu'il y a sans doute d'autres projets, mais actuellement,
évidemment, on se sert beaucoup du projet Tremcœur comme une carte de visite. Tout à fait. Puis ce qui est important aussi, c'est que c'est un projet qui a été financé en partie par la Commission des partenaires du marché du travail. Puis, évidemment, on a rencontré les députés ce matin parce qu'il y a une prochaine cohorte qui est en vue. Puis, on n'a pas le financement actuellement, là. Donc, on est rendu à cette étape-là. Parce Oui. que là, dans le fond, votre objectif, c'est de continuer, de poursuivre, d'avoir une nouvelle cohorte? C'est évident. Pour l'instant, le problème n'est pas seulement canadien ou québécois, il est nord-américain. Donc, nos compétiteurs américains ont le même trouble que nous. En ce moment, le marché est très bon, l'économie est très bonne en Amérique du Nord. Pour nous, on est certain qu'on pourrait créer un autre 100 emplois dans la région si on avait la disponibilité de la main-d'œuvre. Donc, c'est des richesses qu'on laisse sur la table. C'est naturellement des richesses pour Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est des bons salaires puisqu'on pourrait amener l'entreprise à un autre niveau puis faire profiter la région de ça. Mais en ce moment, on ne peut juste pas prendre les contrats avec la main-d'œuvre qu'on a actuellement. Êtes-vous à même de mesurer l'impact qu'auront sur votre entreprise les 6 premiers puis les 17 autres qui ont suivi? Est-ce que même déjà aujourd'hui, si vous n'aviez pas fait ça, votre entreprise serait dans quelle situation aujourd'hui? Bien, c'est sûr qu'elle serait à peu près dans la même situation, dans le sens où on a quand même Saint-Césaire et Saint-Jean-sur-Richelieu ensemble, si on prend les deux, 400, 450 employés. Donc, ça représente encore un pourcentage relativement mince. C'est sûr. Mais oui, c'est sûr que la production serait moindre. Ça, c'est certain. Ça fait que Il y aura un impact sur la production, donc il y C'est aurait évident. moins de production. Donc, moins de production, non seulement tu as besoin de moins de soudeurs, tu as moins de soudeurs, mais si tu as moins de soudeurs, tu as forcément besoin de moins de gens qui supportent ça. Tu vas avoir moins de vendeurs, tu vas avoir moins d'ingénieurs, tu as moins de techniciens, dessinateurs, tu as moins d'acheteurs. Donc, tous tes indirects d'entreprise, donc des salaires souvent aussi, qui sont plus 20 de l'heure, qui sont ailleurs, ces gens-là, tu en as moins de besoin, donc tu as encore moins de richesse qui vient s'établir dans la région. Donc, sur une entreprise qui compte plus de 400 employés, les soudeurs occupent quelle portion là-dedans? Sur le 400 employés, en ce moment, je ne sais pas si tu as le chiffre, Ou à peu Karine, près, exact. il y a combien de soudeurs chez vous? Environ 80 80 OK, c'est la majeure. On parlait de matière première tantôt, mais chez vous, la matière première, c'est les soudeurs, là. On parle au niveau de nos employés d'usine, évidemment. Donc, L'usine, on compte ouais. environ 300 employés d'usine, donc 80 de notre main-d'œuvre. Aïe, aïe, aïe. C'est majeur. Seulement au Québec. Hein? Pour nous, Oui, seulement au c'est- Québec, on, parce que- on fait encore du custom. Dans notre domaine, c'est très encore morcelé. C'est des marchés de niche. Où ce que le C'est-à-dire, Québécois parce que- est meilleur, je dirais, de façon générale, c'est moins dans les jobs répétitifs, mais plus où ce qu'on a besoin de penser, où ce qu'on a besoin de créativité, où ce qu'on a besoin d'analyser, de dire hey, j'ai des idées pour améliorer ces choses-là. On voit vraiment nos usines du Québec se démarquer dans la qualité des produits, puis dans les produits de niche, c'est toujours un petit peu différent. Donc, où ce qu'on est capable d'aller chercher une plus-value sur le marché pour payer des meilleurs salaires. La journée où ce qu'on fait des choses qu'on appelle de la saucisse, qu'on a besoin de dire vraiment standard, mais c'est le Mexique que ces marchés-là aujourd'hui. C'est très difficile de faire un salaire décent quand un Mexicain fait la même chose à un salaire de 4 5 de l'heure. Moi, là, je suis un acheteur de camions-citernes. Un camion-citerne qui est fabriqué chez vous versus celui qui est fabriqué au Mexique, là, c'est quoi la différence? Facilité d'utilisation. Donc, ils sont designés pour être capables d'être utilisés facilement, pas de problème de dos, tout naturellement, tous les accessoires à portée de la main et la durabilité. Pour nous, mais on est une entreprise familiale qui va se voir encore là dans 20 ans. Donc, on prend des décisions de 20 ans. On ne prend pas des décisions de 3 ans ou de 3 mois. Des fois, les grosses corporations américaines, c'est le bonus dans 3 mois. Donc, ils vont couper naturellement de la qualité à certains endroits. Ouais. Ils vont naturellement avoir des moins grandes épaisseurs, des fois avoir moins de pièces alentour, donc moins robustes pour s'assurer qu'ils vont maximiser leur profit à court terme au détriment du produit à long terme. Pour nous, longévité et puis facilité d'utilisation. Bon. Est-ce que présentement, au moment où l'on se parle, est-ce qu'il y a encore des élèves à l'étude ou s'il y en aura prochainement ou si ça dépend évidemment du financement? On est où? On est en démarche, effectivement, ce matin, tel que Mme Bouchard le faisait part. On a rencontré les conseillers ce matin, donc effectivement, on est en attente des subventions et tout ça pour finaliser le dossier. Donc, nous, on a rencontré des gens, on a des gens qui sont en attente de nos réponses. On est en processus avec eux, donc c'est sûr que ça commence à presser au niveau du temps, pour pouvoir propulser le projet le plus rapidement possible, parce que ces gens-là sont d'accord pour faire partie de notre projet, mais évidemment, ils n'attendront pas chez eux pour le prochain mois. Donc, Et votre souhait serait de démarrer une nouvelle cohorte à quel moment? en début février maximum, là, donc fin janvier, OK. début février, donc incessamment. Pourquoi une vingtaine de personnes?
Oui, encore une vingtaine. Pourquoi une vingtaine? Une vingtaine environ, une vingtaine oui. de personnes? Oui, tout à fait. Qui sont déjà identifiés? Là, qui sont Oui, déjà, bien, en fait, on finalise le processus cette semaine, OK. donc effectivement, on vise à démarrer le tout le plus rapidement possible. Bon. Évidemment, là, on parle ici d'une situation où on prend des gens d'ici, puis évidemment, on les forme à l'intérieur de l'usine. En même temps, on parle souvent de l'enjeu de l'immigration. Ça faisait partie des thématiques des dernières campagnes électorales. Il y en aura une prochaine au fédéral bientôt. Mais ça aussi, c'est un autre enjeu où, comme d'autres entreprises, vous faites également du démarchage pour aller voir si, à l'étranger, vous ne seriez pas dans la possibilité de ramener des gens ici. Comment ça se passe de ce côté-là? Bien, on a mis un projet sur pied avec encore quelques acteurs chez Tramcar, dont Karine et puis son équipe en Tunisie. Donc, on a fait un partenariat là-bas avec le gouvernement de Tunisie pour avoir une école sur le territoire de la Tunisie. Donc, on a 28, on aurait dit à 28, je crois, hein? 28 soudeurs qui est en formation là-bas, dans lequel on a un employé Tramcar. Ça fait 30 ans qu'il est avec nous, et même un petit peu plus que 30 ans. Donc, c'est lui qui les forme? Il va là-bas toutes les quelques semaines, entre les 2 semaines, 3 semaines, pour s'assurer de la formation. Puis c'est calqué un petit peu sur, naturellement, ce qu'on a développé au Québec aussi, naturellement. Et puis, on a mis ça en place et ça va de mieux en mieux avec ça. Ça fait que ces gens-là vont arriver au Québec bientôt. Bon. Et comment avez-vous démarré ce projet-là en Tunisie? Comment c'est arrivé? En fait, il y a eu une mission avec le Conseil économique du Richelieu en juin dernier où on a reçu une multitude de candidatures et puis on a décidé d'aller voir là, justement les profils de ces gens-là. Donc, finalement, comme Daniel le mentionnait, Denis, il s'est rendu en Tunisie, a fait les entrevues avec eux, fait des tests techniques et tout ça. Et on a décidé finalement de partir le projet en Tunisie même. Donc, Ça fait longtemps? On a démarré en octobre dernier. OK. Donc, eux, ce sont tous des soudeurs de profession, déjà au départ. Toutefois, il n'y avait pas nécessairement autant de qualifications au niveau de nos procédés à nous, qui sont le TIG et le MIG, et ainsi que nos matériaux, comme Daniel le mentionnait également, au niveau de l'aluminium et du stainless. Donc, on est en train de finaliser, peaufiner, en fait, leur formation. Et puis, évidemment, pendant les démarches là, pour l'obtention des permis de travail et tout ça. Donc, ils devraient se joindre à nous au début avril. Donc, on va avoir 28... 28 Tunisiens qui vont se joindre à nous incessamment. C'est quand même assez incroyable. On est rendu là. On est rendu là. Pour nous, c'est important. Puis ce qui est vraiment intéressant avec les Tunisiens, ils sont très intéressés. Pour eux, le Québec, c'est la terre promise. Donc, leur motivation est quand même très importante. Ça fait que donc, de donner de la formation à ces gens-là, encore là, puis on les paye, la même chose. On les paye pour venir étudier. Fait que, donc, on a des bons travailleurs bien intentionnés, une éthique de travail, ils sont déjà soudeurs, comme Karine disait, donc ça peut faire une belle immigration dans la région, encore là, pour être capable de faire croître la région. Donc là, il y a 28 Tunisiens qui, depuis le mois d'octobre, qui sont déjà des soudeurs, sont en train de se faire former pour travailler chez vous, puis au mois d'avril, ils vont atterrir chez nous. Exactement. C'est quand même pas pire, plus les autres que vous avez formés entre-temps. Donc c'est là qu'on voit vraiment que vous avez, entre guillemets, disons, un peu innové ou essayer d'être créatif pour pallier à ces problèmes de main-d'œuvre. Bien, pour nous, le projet, quand on l'a regardé, Karine et moi, dans les derniers quelques mois, on s'est dit, bien, on devait être capable de mettre 100 soudeurs de plus dans les mains de Tramcar sur à peu près 14 mois. Qui fait que notre cohorte qui a terminé à 17, comme Mme Bouchard a mentionné, qui vient d'être arrivée sur le plancher il y a quelques semaines. Et puis, on a une autre cohorte qui devrait terminer au mois de juin, qu'on décolle en février. Les Tunisiens au mois d'avril. On parle à peu près de 28. Et puis, on devrait être capable de faire une autre cohorte à l'automne, débuter quelque part dans tout le mi-août, pour terminer en décembre l'année prochaine. Donc, aussi. une bonne planification stratégique, une croissance soutenue par un apport de main-d'œuvre et un peu d'imagination. C'est quand même intéressant de voir que le modèle d'affaires change. Hein? On regarde ça aujourd'hui. C'est l'école du 21e siècle, puis je pense qu'il faut aller chercher les élèves où est-ce qu'ils sont, dans leur milieu de travail. Alors, oui, c'est intéressant. Bon, en tout cas, on va vous souhaiter la meilleure des chances pour la suite. Puis peut-être, qui sait, on pourrait peut-être nous amener 2-3 Tunisiens ici au printemps pour témoigner de ce qu'ils ont appris là-bas, puis de comment on voit leur intégration ici. C'est un bel exemple d'immigration active dans notre milieu. Puis évidemment, bonne chance pour la suite, en souhaitant bien sûr que vous puissiez mettre sur pied une nouvelle cohorte pour former les soudeurs de demain chez Tramcar. Merci. Merci, ça fait plaisir. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge.
Salut, c'est Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle de boxe. Oui, avec Marc-André Gauthier et Alexis Barrière. Et on parle du hockey dental à Champlain avec Steve Robitaille. Voilà, faut que j'aille faire la vaisselle. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. C'est 4 000 $ en prix à chaque semaine. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. L'organisme CIM est actuellement en pleine campagne de sensibilisation pour le Mont-Saint-Grégoire. Si vous avez bien sûr des questions, des commentaires, vous voulez participer, bref, je vous invite à visiter bien sûr le site de CIM au Richelieu. Chaque semaine, des extraits des travaux du Conseil de ville. On en choisit quelques-uns et on vous le présente dans une émission. Et chaque dimanche matin, il y a 4 000 $ en jeu. Le Télébingo à 9h30, c'est toujours bien sûr en direct. Notre prochain rendez-vous, c'est demain. Bye bye.